Bonjour à tous. Le programme Action Cœur de Ville a été lancé en avril 2018 et 222 territoires ont été sélectionnés. La Banque des territoires y consacre 1,7 milliard d'euros. Avec l'investissement de CDC Habitat d'1,8 milliard, nous sommes le premier financeur de ce programme national. Aujourd'hui, Action Cœur de Ville entre dans sa phase de déploiement. Et c'est ici et maintenant que nous voulons être au rendez-vous, ou plus précisément que nous voulons confirmer le rendez-vous que nous avons déjà pris. Car ACV, c'est déjà 6500 rendez-vous pris par nos équipes en direction régionale pour accompagner les territoires dans la fiabilisation de leurs projets. C'est également 45 millions d'euros d'ingénierie engagés avec les villes pour leur permettre un accès à la meilleure expertise. L'accompagnement spécifique que nous avons décidé d'investir dans les innovations et les expérimentations marque un marqueur fort de notre accompagnement dans le programme. Je pense par exemple à la ville de Bergerac pour l'accompagnement de la préfiguration de son tiers-lieu, ou encore à l'expérimentation que nous conduisons avec le CNAM pour ouvrir des antennes de formation en cœur de ville. Action Cœur de Ville, aujourd'hui, c'est surtout la concrétisation de projets. Avec 620 millions d'euros de prêts engagés, nous avons contribué au financement de 179 projets de territoire. Par exemple, une salle de sport aux Abîmes ou un musée à Romorantin. Et avec 180 millions d'euros de fonds propres engagés par l'établissement public et 480 millions d'euros par CDC Habitat, nous participons au développement de projets de territoire petits et grands, comme un cinéma à Manosque, un data center à Mamoudzou, une usine de production solaire à Vernon. Enfin, Action Cœur de Ville, c'est également un engagement avec nos filiales. La CET, pour son expertise à titre général, ICAD à Cahors, Transdev à Louviers et CDC Biodiversité pour porter le déploiement de notre offre green. En 2014, à Douai, la question des commerces s'est tout d'un coup invitée dans la campagne municipale. La question du commerce était une évidence auparavant à Douai, qu'on appelait le petit Paris du bassin minier. Ça n'était jamais un sujet, ça fonctionnait tout seul. Et puis en 2014, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait plus tout seul. Les vitrines vides apparaissaient dans la ville et nous avons compris que nous étions, comme beaucoup d'autres villes, touchés par un phénomène finalement ancien. La périurbanisation avait fait son œuvre, le développement de centres commerciaux en périphérie avait fait son œuvre, et puis était arrivé le coup de grâce, le développement du Web 2.0, le passage en ligne d'une part de plus en plus importante du commerce, et nous devions traiter ce sujet qui n'en était pas un auparavant. Ce que nous avons rapidement compris, c'est qu'en réalité, le commerce, c'est un symptôme. C'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit. Mais en réalité, derrière, le sujet est beaucoup plus global. Il n'y a pas de baguette magique. Ce n'est pas simplement en traitant la question du commerce qu'on résout le problème, mais il faut travailler sur tous les aspects. Il faut travailler d'abord sur la question de l'habitat, du logement, du fait de repeupler le centre-ville. Et dans un territoire comme Douai, en relative stagnation démographique, la périurbanisation a eu pour effet de vider le centre-ville. Nous avons besoin de remettre des habitants dans la ville, et c'est le sujet le plus complexe, et c'est le sujet central. Parce qu'en réalité, d'ailleurs, les commerçants s'en aperçoivent eux-mêmes. Les clients de proximité représentent la part la plus importante de la chalandise d'un centre-ville. Alors il faut travailler sur l'habitat, il faut travailler sur les espaces publics, il faut travailler sur l'animation, il faut travailler sur les mobilités, il faut travailler sur le commerce lui-même, évidemment, sur les services en centre-ville. Tout ça fait système. Et puis ce qui est plus compliqué, c'est que les maires sont confrontés aussi à la temporalité du cycle électoral. On ne peut pas simplement commencer à constater, à mettre en place des diagnostics, à prendre le temps de comprendre et d'engager une réflexion théorique. Il faut faire. Et finalement, on commence par faire. On commence par faire parce que les espaces publics, c'est quelque chose qui se fait en régie, qu'on peut entamer tout de suite. Nous avons, à Douai, transformé une des 2 rues commerciales principales de la ville. Nous avons lancé la transformation d'une autre place, qui était un peu un chancre urbain, à 2 pas du principal parking de centre-ville. Les dossiers arrivaient eux-mêmes sur le commerce. La grande librairie de centre-ville, le Furet du Nord, qui nous a dit « où vous nous trouvez une solution, où on s'en va ». Alors il a fallu inventer, en régie, racheter un bâtiment emblématique, le transformer sur fonds municipaux et le louer à cette librairie. Même chose, un restaurateur qui arrive, qui nous dit « moi j'ai une étoile là où je suis, je voudrais m'installer à Douai, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Mais très rapidement, faire ne suffit pas. Le concret, le pragmatisme est important, ça permet d'avoir des résultats tout de suite, mais il faut formaliser. Nous avons lancé en 2017 une première étude
une étude complète en associant nos partenaires pour comprendre, mettre par écrit une vraie stratégie de centre-ville qui nous permettrait d'aller chercher d'autres partenaires, d'autres financements. Nous avons lancé une deuxième étude sur l'aménagement urbain du cœur de ville en associant les habitants. Et tout ça nous a permis de structurer la démarche. Mais nous nous sommes rendus compte aussi que l'organisation de cette gouvernance avec de nombreux partenaires était un problème supplémentaire. Finalement, la ville n'a pas tous les outils seule en main. Et dans un territoire en plus où la ville, l'agglomération et le syndicat des transports ont trois gouvernances différentes qui se parlent, qui dialoguent, mais différentes, c'était un défi supplémentaire. L'agglomération, par exemple, porte des sujets majeurs. L'OPA-RU, le permis de louer pour travailler sur l'habitat dans le centre-ville, c'est par définition une compétence de l'agglomération. Le travail sur les mobilités, ça ne peut pas se faire sans le syndicat des transports. Et donc ces dialogues-là étaient importants. Et puis nous avons découvert d'autres partenaires. Alors les chambres consulaires que nous connaissions, l'établissement public foncier que nous connaissions un petit peu, mais sur d'autres sujets, moins centre-ville. Les PARECA, qui est entre-temps devenu l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, que nous avons appris à découvrir. Et il a fallu que tous ces partenaires prennent le temps de se comprendre, de se connaître, d'apprendre ensemble, d'apprendre à travailler en commun. Apprendre à travailler en plus sur des sujets complexes et où nous nous sommes aperçus que les problématiques non seulement étaient diverses, mais n'étaient pas juxtaposées. Je vais prendre un exemple. En centre-ville, aujourd'hui, sur un certain nombre de bâtiments de cœur de ville qu'un propriétaire possède et qu'il souhaite revendre, nous nous sommes aperçus qu'il fallait faire intervenir en même temps, sur le même sujet, sur les mêmes bâtiments, plusieurs opérateurs. L'EPF, d'abord, pour racheter ces bâtiments à ce propriétaire qui s'en va. Et pour démolir, à l'arrière de ces bâtiments, dans les cœurs d'îlots, un certain nombre de bâtiments qui sont en très mauvais état et qu'on ne pourra pas sauver. L'Agence nationale pour la cohésion des territoires, dans un deuxième temps, pour mener avec la ville des études de capacité, des études préopérationnelles sur ces bâtiments. Et puis dans un troisième temps, il faudra que la foncière qui se met en place avec la Banque des territoires puisse organiser la transformation de ces bâtiments, trouver des opérateurs pour les rénover, rétablir des entrées séparées pour les logements dans les étages, entrées qui parfois n'existent plus, créer des séparations en volume à l'intérieur d'un même bâtiment, revendre à des opérateurs privés la partie logement qui est en étage et gérer en direct, ce sera un des rôles principaux de cette foncière, la partie rez-de-chaussée qui restera une partie commerciale. Et c'est là qu'on voit que sur un même bâtiment, les problématiques sont multiples et se croisent. Alors nous avons dû aussi, face à une telle complexité, apprendre à monter en charge, apprendre de nouveaux métiers. Je le disais, la question du commerce, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et par exemple, notre union commerciale de Douai, qui était une union commerciale traditionnelle, apprend aujourd'hui à gérer un portail d'achat en ligne, un portail numérique pour nos commerçants. Et puis on s'est aperçu que nos commerçants eux-mêmes devaient monter en charge parce que certains font encore leur comptabilité sur du papier, ne savaient même pas utiliser un tableur numérique, encore moins les réseaux sociaux. Donc il a fallu créer de zéro cette plateforme en ligne, apprendre aux commerçants à s'en servir, à comprendre l'intérêt même de cet outil qui est une vitrine supplémentaire. La ville elle-même a dû monter en charge. En fait, pour gérer une telle multitude de sujets, pour gérer un tel panel de partenaires, il a fallu, nous nous en sommes aperçus ces dernières années, revoir complètement notre organigramme. Et aujourd'hui, la ville de Douai met en place une direction des grands projets. La ville de Douai renforce son service urbanisme qui doit davantage justement passer en mode projet, en accompagnement des promoteurs d'habitat, en accompagnement de l'OPA-RU en centre-ville. Cette direction des grands projets aura vocation aussi à avoir des liens systémiques horizontaux, mettre en place une organisation matricielle avec le service commerce, le service voirie, le service cadre de vie, le service urbanisme justement. Tout ça se met en place seulement maintenant. Et donc c'est finalement peut-être ça qu'il faut retenir. Dans un projet comme Action Cœur de Ville, à Douai en tout cas, on commence par faire et puis on apprend en faisant. Et on apprend tous en faisant. À nos côtés, l'EPF a appris à venir sur des sujets plus centre-ville qu'il ne connaissait pas. L'ANCT a monté en compétence avec nous sur des immeubles complexes où plusieurs problématiques se croisent. La foncière des territoires, la foncière commerce est seulement en train de se créer et parfois nous nous posons ensemble des cols et nous inventons pour y répondre. Et s'il fallait conclure sur un dernier sujet, c'est pour les élus, pour les maires, la difficulté de concilier les temporalités. Parce qu'on ne peut pas attendre. Parce que même si certains sujets sont longs,
vont prendre des années, des décennies. Le repeuplement du centre-ville, le traitement des immeubles dégradés, on va parler en décennies, voire en quart de siècle. Il faut aussi pouvoir sortir à un rythme régulier des sujets qui permettent de montrer aux habitants que les choses avancent, des espaces publics requalifiés, des commerces qui se repeuplent, parce que c'est à cette condition-là seulement que la confiance dans le projet Action Cœur de Ville est maintenue. Mais ce défi, je crois qu'à Douai, nous arrivons aujourd'hui à le relever tous ensemble avec nos partenaires. Bonjour, nous allons entamer une séquence regard croisé sur les sujets notamment du commerce. Donc, Monsieur le maire de Douai a évoqué tous les sujets de redynamisation des cœurs de ville. C'est un sujet que vous connaissez bien, Monsieur le maire de Laval. Et donc, nous allons entamer une séquence qui sera exclusivement dédiée au sujet de la redynamisation, mais sur les sujets du commerce. Alors, nous avons donc des intervenants de choix, à la fois une personne, on peut dire, qui représente les acteurs techniques sur le terrain, donc Cyril Martin, donc, qui est manager de commerce de la ville de Moulins. Tout à fait, bonjour. Marie-Adeline Pex, donc, qui représente, elle, une grande institution, la BPI France. Bonjour. Et puis le maire de Laval, monsieur le maire, merci, monsieur Florian Berco, donc, qui apportera aussi son témoignage. Avant de rentrer dans nos échanges, nous avons l'intervention à distance de madame Caroline Cailleux, qui est donc la présidente de Ville-de-France, aussi maire de Beauvais, très impliquée aussi dans le sujet de la dynamisation des cœurs de ville, bien évidemment. On écoute son intervention tout de suite. Chers amis, je remercie la Banque des Territoires de nous associer à cette nouvelle édition du Printemps des Territoires. Le programme Action Cœur de Ville a été, rappelons-le, co-construit par Ville-de-France et le ministère de la Cohésion des Territoires en s'appuyant sur des partenaires que sont la Banque des Territoires, l'ANA, Action Logement, qui ont permis de mettre 5 milliards d'euros sur la table pour les villes moyennes. Au 1er janvier dernier, ce sont plus de 2 milliards qui ont été engagés, dont 840 millions d'euros de la part de la Banque des Territoires. Nous sommes maintenant dans la seconde phase du programme Action Cœur de Ville, celle de la concrétisation des projets de redynamisation. 2 ans et demi après le lancement d'Action Cœur de Ville, beaucoup de choses ont été faites grâce à vous. Les villes ont besoin de pouvoir compter sur des partenaires stables, solides et engagés pour transformer leurs projets dans une période où l'incertitude domine. Elles ont aussi besoin d'être accompagnées dans l'élaboration de solutions nouvelles, car nous sommes au cœur de mutations de grande ampleur. Avec le plan de relance de la Banque des Territoires, de nouveaux outils peuvent être utilisés par les villes du programme Action Cœur de Ville. Je pense à la cartographie du contexte économique, à l'appui en ingénierie territoriale, au cofinancement d'un poste manager de commerce ou à l'accompagnement à la digitalisation du commerce. Ville-de-France salue le projet 100 foncières porté par la Banque des Territoires et l'État, ainsi que le fonds de 60 millions d'euros pour financer les déficits des opérations de requalification commerciale qui répond à un vrai besoin dans nos territoires. Le commerce ne doit pas être la seule thématique. Nos territoires ont aussi des besoins sur d'autres volets. Le tourisme, la transition écologique, la reconquête industrielle, l'inclusion numérique, le très haut débit ou encore l'habitat. Comme en atteste le baromètre des territoires de Ville-de-France réalisé en partenariat avec l'Agence nationale de cohésion des territoires et la Banque des Territoires, les Français souhaitent de plus en plus aller vivre dans une ville moyenne. Environ 400 000 habitants de grandes villes pourraient ainsi décider de s'y installer, ce qui impliquerait de nombreux enjeux en matière d'aménagement du territoire. Nous devons donc nous préparer à ce bouleversement. Je crois que nos débats, aujourd'hui, à l'occasion de ce printemps des territoires, y contribueront. Le programme Action Cœur de Ville y prendra toute sa part. Merci de votre attention. Alors maintenant, zoom sur les questions du commerce. Souvenez-vous, il y a 1 an, nous étions au début de ce premier confinement, dans un moment
de sidération, sans bien savoir ce qui allait en découler. Nous avons maintenant le recul. Beaucoup de choses se sont faites sur le terrain et puis aussi à l'initiative d'un certain nombre d'institutions. Et on se souvient peut-être, il y a un an, des commerces ferment, des activités, notamment dans les cœurs de ville, ferment leurs portes. La première préoccupation, c'est évidemment d'éviter qu'avec ce confinement, s'enclenche une vague de défaillances très massive. Et là, la BPI intervient avec l'État, évidemment. Est-ce que Marie, vous pouvez nous dire les premières actions, les premières réponses pour éviter évidemment la catastrophe qui aurait pu se passer si vous n'étiez pas intervenu? Alors, on a mis en place effectivement beaucoup de choses. On a été un grand support dans le déploiement, notamment des prêts garantis par l'État. Et ça, c'est des milliards qui ont été déployés, notamment grâce aux banques, puisque BPI France apporte sa garantie. On a déployé un certain nombre d'actions, notamment en soutien dans le tourisme, et un certain nombre de dispositifs qui ont permis de soutenir les entreprises dans cette phase. Je voudrais en citer un en particulier, qui est un qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on l'a mis en place grâce au soutien des régions. On a déployé un dispositif qu'on a appelé le prêt rebond, qui a permis de donner accès très rapidement, puisqu'il y a une grande partie de ces prêts qui ont été déployés de façon digitale et extrêmement rapide, à des TPE, à des prêts à taux zéro, sans garantie, pour pouvoir répondre à leurs besoins de trésorerie. Ces dispositifs, depuis un an, on a déployé, on a donné accès à plus d'1 milliard d'euros de financement à ces TPE. 80% des bénéficiaires ont moins de 10 salariés. Une part importante d'entre elles n'en ont pas du tout. C'est 30% de ce milliard qui a été accordé au secteur du commerce, de la restauration et du tourisme. Donc c'est vraiment une part très très importante, 15 000 bénéficiaires. Et je tiens à saluer vraiment la mobilisation très forte et très rapide des régions à nos côtés, parce que c'est grâce à la mobilisation forte des régions que de façon extrêmement rapide, avec du digital, on a pu donner un accès à des boîtes qui étaient juste dans l'incertitude totale, à ces financements longs, patients et très intéressants pour elles. Alors on sait évidemment que les chiffres d'affaires ont été vraiment puissamment percutés, avec des baisses très très sensibles et dans un certain nombre de domaines en particulier. Et c'est vrai que quand on regardait les chiffres de la fin de l'année 2020, assez curieusement finalement, presque de manière un peu contre-intuitive, il y a eu beaucoup moins de défaillances pendant cette année 2020 que les années précédentes, grâce aussi à ce dispositif de soutien bien sûr. Alors, vous, monsieur le maire de Laval, vous arrivez dans ce contexte élu, donc avec des attentes qu'on imagine immenses du côté des commerces de proximité. Je rappelle qu'il y a 300 000 commerces indépendants en France et qu'une grande partie de ces commerçants sont dans les cœurs de ville, précisément. C'est vraiment une caractéristique de l'appareil commercial des cœurs de ville. Et là, vous prenez une initiative très particulière qui allie à la fois l'agilité du numérique et avec la volonté d'amener du flux, à la fois de personnes, mais aussi de chiffre d'affaires dans les commerces. Dites-nous comment vous y êtes pris. Oui, alors il y a un peu 3 étapes, si vous me permettez. Je crois qu'on vit une période assez intéressante, il y a un momentum, comme le disait Caroline Cailleux. On vit des mutations et c'est le moment de rendre les commerçants acteurs de cette transformation, de cette mutation en cours, qu'elle soit numérique, qu'elle soit environnementale, et de prendre leur destin en main. Donc 3 étapes que nous avons menées. La première étape, c'est de concerter effectivement tous les commerçants, créer un esprit de ville favorable au commerce de proximité, recréer de la confiance entre vraiment le consommateur et son commerçant de proximité. Donc là, on a mis des petites affichettes dans la ville avec des clics and collect, tous les commerçants qui jouaient le jeu du numérique étaient mis en avant. Deuxième étape, celui d'un fonds d'urgence, en lien bien évidemment avec les institutions, pour pouvoir aider les commerçants à survivre. Donc on a débloqué des fonds de financement et en contrepartie, signature d'une charte d'éthique d'engagement à la mutation numérique et environnementale. Pour déjà leur dire on vous soutient maintenant, mais il faudra penser à l'après, prendre votre destin en main. Et troisième étape, c'est ce dispositif mis en place avec la Banque des Territoires et 2 startups, Cibleur et Biz. C'est des tickets commerçants, donc c'est des bons d'achat numériques en ligne pour 25 € d'achat dans votre commerce de proximité, 5 € remboursés par la collectivité, ce qui permet d'avoir un effet de levier assez significatif qu'on a voté de manière très rapide dès le mois de novembre pour une installation au mois de décembre.
Alors, avec des effets que vous avez souhaité mesurer. Tout à Vous fait. pouvez nous dire un petit peu, parce que c'est assez massif comme impact, à la fois sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de commerçants qui ont été concernés, qui se sont engagés dans cette démarche, un effet levier, comme on dit, assez étonnant finalement. C'est un peu une relance keynésienne, mais qui est contenue justement vers la proximité avec une sorte de monnaie digitale qu'est le ticket commerçant. La première étape, c'était convaincre les commerçants. En 10 jours, on a, à travers notre manager du commerce, mais aussi on a la chance d'avoir à l'échelle de l'agglomération une personne dédiée au commerce. Ces 2 personnes ont mobilisé les élus qui ont eux-mêmes converti les commerçants. Donc plus de 340 commerçants en quelques jours qui se sont inscrits dans le dispositif. Et ensuite, il a fallu la campagne grand public au mois de décembre. Et là, c'est 10 000 personnes qui ont téléchargé des tickets commerçants. Donc on va dire que c'est 12% de la cible des 15-75 ans. C'est significatif. C'est quand même énorme. Hein. Et un effet de levier, on a mis 100 000 € en fait par mois. Ce qui est très important sur ces tickets pour les activer de manière avec une relance, c'est qu'ils ont une limitation dans le temps pour leur usage. Donc il fallait utiliser les 25 € de bon d'achat dans le mois. Et donc là, on a un taux d'utilisation très très significatif. Et in fine, c'est 6 500 personnes qui ont utilisé des fonds commerçants. Très bien, alors vous avez parlé du manager de commerce, donc nous avons celui de Moulins qui est parmi nous. Là, vous étiez, vous, présent avant, pendant, vous êtes toujours là. Dites-nous un peu comment cette période très particulière, qui dure en même temps, a changé aussi vos pratiques. Alors il se trouve, vous savez que Caroline Cayeux le disait, la Banque du Territoire a décidé de cofinancer au titre de la relance, justement, les villes cœur de ville et les petites villes qui n'étaient pas encore dotées, comme c'est le cas à Moulins, d'un manager de commerce. Donc on va aussi écouter vos conseils pour la suite. Mais dites-nous d'abord comment cette période a bouleversé peut-être aussi vos pratiques ou a intensifié certains éléments de vos pratiques de terrain. Alors pour moi déjà, il y a 2 évidences. La première, c'est que nous sommes totalement rentrés dans le monde ce qu'on appelle le figital. C'est-à-dire que le commerçant a vraiment compris qu'en plus de son offre physique, il fallait utiliser le digital, développer le numérique pour développer son chiffre d'affaires. Et donc cette prise de conscience, elle est vraiment là aujourd'hui. Hein. Les collectivités ont également pris conscience de ça. Et c'est vrai que la plupart du temps, dans beaucoup de communes, ont accompagné les commerçants dans cette transition numérique, en mettant en place notamment des places de marché. Et je vais vous donner un chiffre éloquent. Quand nous, à Moulins, on est parti il y a 1 an, en mars 2020, sur la place de marché Ma Ville, Mon Shopping, nous étions à peu près une quinzaine de villes à adhérer au dispositif. 1 an après, aujourd'hui, c'est 3600 communes. Donc ça montre bien quand même cette prise de conscience qu'il y a eu du commerçant et donc de la collectivité. La deuxième chose, pour moi, qui est évidente, et je pense que c'est pour ça que je suis un peu là aujourd'hui, c'est que ça a mis en lumière le poste du manager centre-ville. Et monsieur le maire Laval l'a expliqué tout à l'heure, je pense qu'on peut bien mettre tous les dispositifs en place sans pilote, sans une personne qui fait l'interface entre le commerçant, la collectivité et le consommateur aujourd'hui, parce que voilà, c'est un peu nouveau pour nous, et ben ça ne fonctionne pas. Donc lui, le manager centre-ville est vraiment là pour fédérer les commerçants et faire en sorte que tous les dispositifs qu'on va mettre en place fonctionnent. Alors il y avait quand même un enjeu particulier parce que quand on avait ce débat les années précédentes sur la nécessaire digitalisation du commerce indépendant, notamment, on savait quand même qu'ils étaient beaucoup moins digitalisés que d'autres pans du commerce, bien évidemment. Et donc, vous confirmez ce qu'on a effectivement plutôt perçu, mais vous le confirmez par votre expérience de terrain, qu'il y a eu vraiment un effet déclencheur. On estime aujourd'hui qu'avec cette crise, il y a eu aussi un effet d'accélération de cette digitalisation des commerces et qu'on a peut-être gagné environ 3 ans dans le processus de digitalisation des commerçants, notamment des commerçants indépendants. Comment vous l'avez vécu ça ? Comment ils sont passés parfois d'hésitation, peut-être de scepticisme aussi, voire même de crainte, à un engagement. Est-ce qu'il est aujourd'hui résolu ? Oui, je pense qu'il est résolu, mais je vais vous dire une chose toute simple, ils n'ont pas eu le choix. C'est-à-dire qu'en fait, tous les commerces dits non essentiels, et je n'aime pas ce mot comme beaucoup, donc ils étaient fermés. Donc s'ils n'avaient pas une solution pour être visibles sur les réseaux sociaux, parce qu'on a vu aussi émerger des Facebook Live aujourd'hui qui se sont complètement installés. Moi, à Moulins, je n'avais pas de commerçants qui faisaient des ventes en Facebook Live. Aujourd'hui, c'est mis en place, c'est instauré, et
et c'est instauré pour, à mon avis, les années à venir. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que dans ces Facebook Live, ils font des fois même plus de chiffre d'affaires que plusieurs jours de semaine, quoi. Donc oui, c'est complètement pour moi mis en place. Et encore une fois, ils ont été forcés. Donc cette transition, elle est là aujourd'hui et elle est en marche. Voilà, une mutation qui était émergente finalement avant les événements et qui s'est développée, qui s'est accélérée avec ces événements. On va passer un peu au regard sur l'avenir. Et donc, avec Marie-Edine Pex, donc vous travaillez avec la Banque des Territoires sur un beau projet qui vise justement à regarder après la crise, ou en tout cas les épisodes que nous vivons, comment réintensifier l'entrepreneuriat, donc des porteurs de projets vers les cœurs de ville. Vous nous en dites quelques mots ? Alors oui, effectivement, et ce projet, on le porte ensemble. On lui a trouvé le joli nom d'entreprendre au cœur des territoires. On le porte ensemble en lien avec toute l'action qu'on mène chez BPI dans le soutien à la création d'entreprises. Parce qu'il y a effectivement tout le soutien aux entrepreneurs installés, j'ai envie de dire, mais aussi il y a des enjeux majeurs à faire émerger, à accompagner, y compris dans ces transitions et dans la construction de leur modèle économique, les entrepreneurs de demain, notamment les repreneurs de demain. Parce qu'on est aussi dans des enjeux qu'on oublie un peu aujourd'hui, mais de transition démographique, y compris dans le commerce, qui nécessite de préparer les futurs entrepreneurs. Et c'est ce que l'on fait, nous, au quotidien, dans l'ensemble des actions qu'on mène en soutien à la création. On accompagne beaucoup les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises et on finance cette création d'entreprises. Ces réseaux, ils sont très ancrés dans les territoires, très présents, et on fait en sorte que ces réseaux puissent accompagner plus particulièrement. Je me dépêche pour dire que ce que l'on a constaté, et on l'a constaté notamment à Laval en soutenant un projet de couveuse d'entreprise qui a permis, avec le soutien de la collectivité, de la région, de favoriser l'accompagnement de porteurs de projets au sein de ces couveuses, que l'émergence et l'accompagnement dans ces territoires, dans ces petits territoires urbains était quelque chose d'absolument essentiel. Donc ce qu'on va faire avec le soutien de la Banque des Territoires, et on en est très fiers parce que c'est une marque de confiance, on va pouvoir financer des projets portés par des acteurs de l'accompagnement qui vont favoriser l'émergence, l'accompagnement et le financement de créateurs qui vont s'installer en cœur de ville ou pas très loin, dans la mesure afin de favoriser toute la dynamique économique de ces territoires. Ça prendra quelle forme? Un appel à projet? Un appel à projet qui va être lancé dans les semaines qui viennent, qui va nous permettre de faire émerger du terrain des actions spécifiques comme celles qu'on a financées à Laval avec la couveuse d'entreprise, la couveuse d'entreprise. Et ces actions, elles vont être identifiées par nous, financées, souvent soutenues, on l'espère, par les collectivités locales, pour pouvoir accompagner au mieux les entrepreneurs dans ces territoires demain. Voilà, donc très vite, en direction des villes, cœurs de ville et petites villes de demain. Ce sont elles les cibles de cet appel à projet. Donc une démarche pour aller capter puis accompagner des porteurs de projets pour venir s'implanter, notamment dans les cœurs de ville de ces villes, petites villes de demain et cœurs de ville. Je vous passe la parole à nouveau. Donc Cyril, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que votre métier, c'était à la fois la proximité, c'était aussi la compréhension des mutations du commerce, l'écoute aussi des attentes des consommateurs, les enjeux territoriaux. Finalement, ce métier, est-ce qu'il ne devient pas un peu à la fois une sorte de métier d'ingénieur qui demande vraiment des capacités multiples? Comment vous voyez l'évolution de ce métier compte tenu de tout ce qu'il demande comme qualification? Beaucoup de managers en fait, qui ont été en place ont souvent été entre guillemets autodidactes. Ils ont appris en fait, sur le terrain, etc. Mais aujourd'hui, je pense vraiment qu'il y a encore deux évidences. La première, c'est que le manager, quand il se met en place, et on voit encore une fois qu'il y en a de plus en plus, je vais encore redonner un chiffre, mais en 2017, on était à peu près 200. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on est, mais je crois qu'on est plus de 500. Donc, il y a beaucoup de managers en place
qui se mettent en place et qui ne sont pas formés. Je pense qu'il faut à tout prix qu'on forme ces managers, soit en passant par exemple par le club des managers de centre-ville qui existe et qui peut donner des outils pour démarrer, soit tout simplement en permettant à ces managers d'aller voir d'autres managers de centre-ville qui sont en place depuis plusieurs années pour leur donner les bonnes pratiques pour démarrer. Ça, c'est la première chose, vraiment les former. La deuxième chose que je pense, c'est que, et là je m'adresse plus aux élus, il faut vraiment laisser les managers de centre-ville, parce que c'est des experts du monde du commerce, c'est eux qui connaissent normalement le mieux le territoire, vraiment les laisser développer une politique de développement commercial, vraiment les laisser. On voit encore beaucoup de communes malheureusement où il y a des managers qu'on appelle des managers alibi et c'est vraiment, ça c'est vraiment un mot que je voulais dire aujourd'hui, il faut vraiment les laisser se développer cette politique commerciale. En tout cas, ils ont fait la démonstration de leur pertinence dans ce moment très particulier. On va vous laisser un peu les mots de conclusion de nos échanges, puisqu'on arrive bientôt au terme de notre séquence. Alors, Monsieur le maire de Laval, donc, vous avez évoqué cette initiative donc, avec son succès. Maintenant, comment vous vous projetez sur ces enjeux de redynamisation dans la durée du commerce du cœur de votre ville et s'il y a des attentes, s'il y a des messages à passer, comme celui qui vient d'être passé à l'instant par Céline, c'est aussi le moment, peut-être aussi des attentes vis-à-vis de la Banque des Territoires en particulier ou d'autres institutions. En tout cas, il me semble important, nous, en tant que collectivité, de travailler bien sûr en binôme avec les acteurs de terrain. Le rôle de la collectivité et des élus, c'est d'inciter au changement, d'inciter le changement de comportement quand on se déplace, quand on consomme. Et c'est ça le plus important. C'est que l'acte de consommation de proximité, si possible éco-responsable et si possible made in France, c'est ça ce sur quoi il faut travailler. Est-ce que ça passe par un outil digital, un outil digital ou un outil quand même, la relation humaine qui est importante dans le commerce? Ça, c'est qu'un moyen. Mais voilà, l'important, c'est la philosophie. Donc nous, on a mis en place des moyens, des possibilités avec des managers du commerce, une agence de développement qui est assez proactive, les tickets commerçants qu'on pourra transformer aussi. Demain, au moment de la réouverture des cafés-restaurants, il faudra peut-être cibler pour l'incitation à revenir dans les restaurants et recréer de la confiance et des moments de convivialité. On pourrait demain l'utiliser pour financer avec les entreprises des œuvres sociales ou fournir des primes pour pouvoir les consommer localement. On pourrait cibler sur les jeunes qui sont en difficulté, en précarité. Donc on voit que l'outil offre des perspectives assez nouvelles, toujours dans le but de faire vivre nos territoires. Et je crois que c'est ça qui est important et on a beaucoup de projets à Laval pour ça. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons au terme de cette séquence. Donc, le commerce au cœur des territoires, bien évidemment, mais aussi au cœur de mutations extrêmement profondes qui sont encore devant nous. Et on voit que c'est vraiment à travers cette alliance, finalement, entre la technicité, le terrain, le travail, évidemment, porté par le territoire autour du projet du territoire en matière de redynamisation et l'accompagnement de grandes institutions, c'est ces alliances-là qui aujourd'hui nous permettent de regarder, même s'il y a beaucoup de difficultés, quand même l'avenir avec une certaine confiance. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Voilà, vous êtes là en tant que député, bien sûr, mais aussi en tant que représentant de la Fédération des EPL. Vous nous expliquerez évidemment tout cela. Nous venons d'avoir une séquence autour du commerce et des enjeux de redynamisation du commerce. On a évoqué manager de cœur de ville, on a parlé des solutions numériques, des impulsions aussi données par des institutions pour soutenir l'entrepreneuriat. Avec la Banque des Territoires, mais aussi sur l'impulsion du gouvernement, il y a un autre sujet qui apparaît maintenant depuis quelques semaines, quelques mois tout au plus, c'est de développer des foncières pour mettre en place des outils au service de la redynamisation. On les appelle même les foncières de redynamisation. Votre fédération est dans le comité de pilotage, présidé par les ministres Gourault et Griset qui portent ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que sont ces foncières de redynamisation et pourquoi la fédération en a fait aussi une de ses priorités, puisqu'elle porte avec les autres, avec les territoires bien sûr, ce grand projet? Écoutez, d'abord, la fédération est aux côtés des élus.
La fédération regroupe en gros les 1400 sociétés d'économie mixte, donc les SEM, mais aussi les sociétés publiques locales, donc les SPL, et les CEMOP, toutes étant évidemment très liées aux collectivités et toutes étant gérées par les élus de ces collectivités. Et on a bien compris dès le départ de la réflexion sur le cœur de ville, sur les centres-villes, dès le lancement de l'opération, que nous avions un rôle à jouer important. Les maires sont très soucieux de leur cœur de ville. Le cœur de ville, c'est l'emblème de leur territoire, le maire ou le président de l'EPCI. Donc très tôt, ils se sont appropriés la réflexion sur le cœur de ville et très vite, on est tombé sur la problématique du commerce. Or, les SEM, les SPL, sont très présentes dans ces collectivités, puisqu'en gros, sur les 222 communes qui avaient signé l'action Cœur de Ville, dans 90% des cas, nous sommes à leur côté, déjà existants. Donc, on a très tôt été en phase et accompagné les maires. Vous savez, il est important d'avoir une vision politique. Sans cela, si on n'a pas un projet, ça ne marche pas. Mais si on a un projet et qu'on n'a pas d'outils, ça ne fonctionne pas mieux. Parce qu'en fait, c'est très compliqué. Les maires qui ont ce type de projet le savent bien. C'est très compliqué, c'est long à mettre en place et il faut des spécialistes que nous n'avons pas, naturellement, dans nos collectivités. Mais avec l'ensemble de l'économie mixte, on peut avoir de la spécialité, on peut avoir de l'ingénierie, on peut avoir de la souplesse et on peut surtout mutualiser entre collectivités ce qui sont les bonnes opérations des uns des autres. Alors vous venez de dire des éléments évidemment très importants. D'abord, il faut qu'il y ait un projet. Donc un projet là on est sur le domaine du commerce, hein, donc un projet de redynamisation. Ça veut dire que le maire, après avoir fait appel éventuellement à des expertises pour l'accompagner, bien évidemment, va définir son périmètre de marchand, de priorité, le cœur de la ville sur lequel il va intensifier son action. On sait aujourd'hui qu'il y a des vacances plus ou moins importantes selon les villes. Donc ça veut dire aussi peut-être maîtriser un certain nombre de ces immeubles pour les remettre ensuite sur le marché. C'est ça fondamentalement le travail d'une foncière de redynamisation. Bah écoutez, effectivement, on a des communes qui sont aujourd'hui sur des taux de vacances de 20 à 30% dans le centre-ville. Donc effectivement, il faut trouver des solutions. Si ça ne s'est pas fait, c'est que c'est compliqué. Donc il faut effectivement être en capacité d'avoir des repreneurs. Et aujourd'hui, le commerce, d'ailleurs avec toute la réflexion qu'on a sur le commerce de proximité, avec cette crise sanitaire qui a renforcé les liens entre les uns et les autres, toute la réflexion qu'on a sur les circuits courts, toute la réflexion qu'on peut avoir sur le commerce en ligne, mais le commerce en ligne qui à la fois a besoin de showrooms à l'intérieur des centres-villes, eh bien il faut la mener. Et pour la mener, il faut de la technique, mais il faut aussi des locaux. Et ces locaux ne sont pas toujours adaptés, parce qu'aujourd'hui il faut des locaux un petit peu plus grands, parce qu'aujourd'hui on a besoin de locaux de bonne qualité. Et dans le centre-ville, dans des villes historiques, nous avons quelquefois des locaux qui marquent le pas. Donc la foncière, qu'est-ce que c'est ? Très concrètement, c'est une société, alors évidemment ça peut être une société d'économie mixte, ça peut être même une filiale d'une société d'économie mixte, ça peut être une SPL, qui achète et qui réorganise, qui rénove, mais quelquefois qui va encore plus loin avec ce qu'on appelle des remembrements commerciaux. Parce que vous avez des fois 2 ou 3 petits commerces qui sont complètement inaccessibles et sur lesquels personne ne voudrait reprendre une activité. Mais si vous en faites un espace intéressant, un espace ouvert, un espace qui est rénové complètement, bien du coup vous avez plus de chances d'avoir une reprise dans de bonnes chances de réussite. Alors la foncière, c'est un outil économique. Donc il va faire à la fois le travail éventuellement d'acquisition, de transformation, puis de gestion finalement, puisque évidemment l'objectif c'est d'avoir des occupants, donc des commerçants, des artisans, peut-être des professions libérales ou autres activités de service qui font vivre le cœur de ville. Le projet c'est d'en développer 100 foncières, au moins une centaine de foncières, pour traiter ou remettre en activité environ 6000 locaux commerciaux, donc c'est une très grande ambition.
Oui, tout à fait. Et la Banque des Territoires a ouvert une perspective absolument magnifique. Et puis, vous savez, la Banque des Territoires est le partenaire des centres-villes, notamment dans tous ces 222 communes de France, mais au-delà, bien au-delà maintenant. Et donc, ce qui importe maintenant, c'est d'avoir cette capacité à acheter, à rénover, et puis à louer derrière, ou même à vendre quelquefois. Par contre, il va falloir aussi trouver des équilibres économiques parce que la foncière ne produit pas d'argent. Et il y a un moment donné, les charges qui vont être nécessaires à la rénovation et à l'acquisition, il faudra trouver des solutions financières pour pouvoir les lever. Alors il y a évidemment la participation des commerçants qui seront à l'intérieur, hein, sous forme de loyer, sous forme de redevance. Mais quelquefois, c'est un peu difficile. Donc on a un certain nombre de mises en place de politiques d'accompagnement des collectivités, de l'État, dans le cadre du plan de relance, en termes de financement, mais aussi en termes de financement du fonctionnement, avec aussi les collectivités départementales et régionales qui peuvent assurer donc une aide au démarrage de ces nouveaux commerces. Et puis, dans certains cas, on a vu notamment des grosses entreprises qui étaient prêtes à parrainer des commerces parce qu'elles en avaient, in fine, l'utilité pour leur marque, pour la vision du commerçant, mais aussi pour la vision du client par rapport à leur marque. Alors, et pour le monde de l'économique, c'est une nouvelle démonstration d'abord de sa modernité, de sa capacité à venir, dans les moments compliqués, inventer des solutions nouvelles. Une nouvelle fois avec ces foncières. Oui, comme dans des villes, je pense à La Roche-sur-Yon, je pense à Belfort, je pense que toutes ces villes-là, elles ont pris effectivement à bras-le-corps avec des foncières. Et puis l'économie mixte s'adapte effectivement aux besoins des élus. Nous sommes un outil au service de la politique qu'ont décidé les élus. Magnifique, mot de conclusion. Merci, monsieur Merci à vous. le député. Bonne journée.